Pour moi, la question LGBT, au-delà de l'Afrique et la diaspora, mais de manière générale, pose essentiellement, de toute façon, pour moi, la question de la différence. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est en quoi ma différence dérange-t-elle la différence des autres? Parce qu'il n'y a jamais de personne, enfin le principe de ne pas être différent n'existe pas. Nous avons tous des différences selon les cultures, selon les habitudes, selon euh, les couleurs de peau, etc. Donc il y a heureusement une différence qui permet d'éviter le tout indifférencié. Et cette différence est une chance, non seulement pour l'humanité, mais également une occasion de s'enrichir à travers, à travers ces différences, on s'enrichit pour justement dépasser simplement les préjugés de l'apparence, des habitudes, etc., pour aller à la rencontre des autres. La différence permet de faire ce travail d'effort à la rencontre des autres. Donc en fait, il y a un petit texte que j'ai écrit aussi par rapport à ça, parce que c'était un peu compliqué d'improviser un petit peu là-dessus. Enfin, j'essaye, hein, j'hésite pas mal, mais bon, j'essaye de répondre de manière posée à ces questions-là. Alors, en quoi ma différence dérange-t-elle la différence des autres? Enfant, je me posais déjà la question, car je sentais bien que ma peau café au lait et ma sensibilité suspecte poussaient mes camarades d'école à s'interroger sur mon compte. J'échappais au code habituel du jeune garçon qui aime le foot et fait la démonstration de sa force devant ses copains. Et d'ailleurs, je me refusais à rentrer dans leur monde qui n'était pas le mien, préférant la danse moderne jazz et jouant effrontément à l'élastique ou à la corde à sauter, comme pour m'affirmer et déranger leurs repères identitaires. J'avais donc pas mal de copines et peu ou pas de copains. Bien entendu, j'étais devenu la tapette de l'école, une tapette noire de surcroît. Et j'en prenais mon parti. C'était le prix à payer pour assumer ma différence. Je ne voulais en rien ressembler à ce garçon que je trouvais bêtement agressif et dont la majorité ne faisait sans doute que reprendre les clichés véhiculés sur l'homosexualité par leurs parents, leur famille ou la culture ambiante. C'était en 1979, j'avais 9 ans, et comme beaucoup d'autres enfants, dans beaucoup d'autres écoles, je subissais ce type de discrimination 2 ans avant la dépénalisation de l'homosexualité en France. Mais je ne regrette en rien cette expérience, même douloureuse, de la différence, bien au contraire. Assumer tous ces contrastes de la préférence sexuelle, de la couleur de peau, mais aussi d'une double origine ivoirienne, avec un ancêtre esclave, et franco-irlandaise, avec des ancêtres aristocrates, ne pouvait que m'amener à m'interroger sur moi-même et l'image que je renvoyais au monde extérieur. Ce qui pouvait être au départ complexe devenait complexité, et au final, richesse et découverte incroyable d'un curieux et improbable mélange qui ne faisait que renforcer ma curiosité sur le genre humain et le monde qui m'entourait. J'ai cherché mes repères dans quantité de livres, de films, de journaux, de musique, découvert ainsi Jean Cocteau, Jean Marais, Arthur Rimbaud, mais aussi le Chevalier de Saint-Georges, le général Dumas, Pouchkine ou encore Saint-Martin de Porres, découvert très récemment et l'un des rares saints métis du XVIe siècle ayant sensiblement les mêmes dons mystiques que Padre Pio. La foi aussi a beaucoup compté dans mon existence. Dans mon adolescence, j'étais attiré par tout ce qui touchait aux choses spirituelles. Voilà, bon, je me suis arrêté à peu près là. Bon, j'ai pas énormément avancé là-dessus, mais voilà, ça fait une partie du texte. Et donc pour le reste, ce que je peux te dire, c'est que la foi aussi a été un aspect important de ma vie en fait. Elle m'a aidé vraiment à grandir humainement. Alors de quelle manière? Je pourrais te dire qu'en fait la foi c'est davantage que simplement la religion, la pratique religieuse.
La pratique religieuse, c'est une transmission, ce sont des habitudes, c'est aussi une tradition, mais c'est pas que ça. Sans la foi qui motive la religion, sans cette connexion à quelque chose de vivant, la religion n'aurait pas de sens. Donc c'est pour moi quelque chose qui me parle dans le sens où la foi rassemble des valeurs qui me font vivre, qui me permettent de résister aussi à l'adversité, qui me permettent de résister à, à l'effervescence aussi ambiante dans un monde compliqué, qui me permettent de trouver un jardin aussi intérieur, de cultiver un jardin intérieur où je peux me ressourcer à ce qu'il y a de meilleur en moi, de ce qu'il y a de vital en moi. Voilà, c'est sur cet aspect-là, en fait, cette connexion aussi à la vie, qui me permet de croire aussi de croire à une spiritualité qui n'est pas quelque chose de limité simplement à une habitude traditionnelle religieuse, celle d'aller tous les dimanches à la messe, etc. Voilà. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose qui a été important dans mon cheminement à la fois de personnes lambda et aussi de personnes homosexuelles, noires, enfin métisses, et donc qui m'a aussi permis de grandir au-delà de représentations qui auraient pu limiter ma vision des êtres, en fait, ma vision des choses. Et donc si j'ai pu aussi avancer jusqu'à maintenant, c'est que si j'ai pu en fait dépasser aussi le cadre de discrimination dont je t'ai parlé tout à l'heure dans le début du texte, c'est aussi avec cette foi-là c'est grâce à cette foi-là que j'ai pu aussi m'attacher à ça, m'attacher à grandir, que j'ai aussi pris de l'intérêt en fait à la personne humaine également. Parce que la vie pour moi ne s'attache pas simplement à ce qu'on voit, c'est aussi tout ce qui n'est pas visible. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Enfin bon, il y a tous ces aspects-là en fait qui rentrent en compte dans mon évolution et mon regard personnel. Voilà, et je pense que c'est aussi quelque chose qui m'est naturel en fait. C'est pas je pense que même si je n'avais pas grandi spécialement dans la foi transmise par mes parents et ma mère en particulier, je n'aurais pas, j'aurais quand même trouvé la possibilité d'exprimer ma foi, peut-être d'une autre manière, mais en tout cas qui me relie à quelque chose de vivant. Parce que je pense que la foi, c'est quelque chose qui est partagé par tous, mais à différents niveaux, et dans différentes représentations. Sans le sens qu'on donne à sa vie, du coup, on perd aussi une forme de foi. Donc la foi, c'est ce qui fait sens en fait. Voilà, pour moi c'est ça. C'est d'abord ce qui fait sens, qui nous permet de nous relever après des difficultés, des épreuves, ce qui est au-delà de la douleur, ce qui nous permet de nous renforcer. En fait, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. En fait, je passe aussi ma foi à ce niveau-là, c'est-à-dire que la foi résiste aussi à tout ce qui peut nous écraser, nous avilir. Voilà. Alors concernant la question de l'homophobie, je me suis aperçu qu'en fait, très tôt, bon, j'ai été confronté à cette question de l'homophobie, je me suis aperçu que ça pouvait être un frein justement aussi, autant pour la personne qui est victime d'homophobie que pour la personne homophobe, à l'évolution intérieure, enfin l'évolution de l'être humain, quoi. Mais j'ai mis du temps en fait à réaliser que c'était vraiment un frein. Ça a d'abord été une interrogation assez douloureuse que j'ai connue à l'école quand j'étais gamin. Je me disais mais je suis pas normal. J'ai une préférence pour les garçons, et puis je joue avec les filles, etc. Enfin, il y a toutes ces interrogations-là, puis tout aussi ce manque qui m'habitait par rapport à la masculinité, puisque j'ai été élevé que par ma mère, donc il y a un certain nombre de repères aussi qui me manquaient à ce niveau-là. Donc la question de la masculinité a été assez conflictuelle
enfin, à mes propres yeux, hein, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai d'autant plus enfin, incrusté dans mon comportement, enfin incarné dans mon comportement que j'étais aussi gamin gardé par un couple de personnes, des amis de ma mère, mais dont le père était assez raide par rapport au PD, comme il disait, quoi. Donc du coup, il se gênait pas non plus pour essayer de m'endurcir en me en m'appelant de cette manière, en me traitant de tapette en fait. Donc c'est vrai qu'avec tous ces éléments-là, ça a été compliqué pour moi à un moment donné de pouvoir grandir sereinement dans ma peau en me sentant, enfin en assumant toutes ces différences-là et toute cette sensibilité qui m'habitait, qui pouvait paraître suspecte aux yeux de bon nombre d'enfants ou de personnes qui m'auraient trouvé trop sensible pour un garçon. Voilà. Donc du coup, ça a été conflictuel. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé aussi dans une situation où j'ai fini par me rejeter moi-même, c'est-à-dire que je n'acceptais pas ce que j'étais. Bon, c'est pas quelque chose de toute façon qui est propre à moi, hein. Je sais que beaucoup d'autres personnes homosexuelles connaissent la même difficulté à un moment de leur vie, de s'accepter tels qu'ils sont, donc enfin tels qu'elles sont. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est une réalité qui s'offre en fait à la personne homosexuelle qui grandit, qui plus est interrogée aussi dans son identité de personne d'origine étrangère aussi, dans un monde français, en tout cas dans cette période-là, le fait d'être différent à la fois noir et homosexuel, donc dans les années 80, enfin c'était 70-80, c'était pas la même chose que maintenant. Enfin, c'était encore quelque chose d'étrange, de marginal. Donc du coup, ça pose des questions de savoir si si à un moment donné, on est prêt à s'accepter tel qu'on est, ou si on s'aime tel qu'on est, ou si on décide de ne pas exister parce que les autres vous disent de ne pas exister, quoi. Et bon, pour moi, c'était pas possible. À un moment donné, il fallait que j'accepte en fait ce que j'étais avec mon orientation sexuelle, avec mon métissage, et j'étais assez fier au final de pouvoir un jour m'accepter vraiment et ne plus souffrir de ces discriminations comme j'ai pu souffrir durant mon enfance, même si déjà dans mon enfance je m'affirmais déjà différemment. C'est-à-dire que je prenais le pendant de m'affirmer différemment, aussi par provocation en même temps. Donc c'était une manière comme ça, dans la suraffirmation de soi, c'est une manière aussi de quelque part de survivre à une oppression. Voilà. Donc c'est un peu tout ce que je peux dire par rapport à ça. Et puis c'est vrai qu'en Afrique, enfin au vu de l'expérience que j'ai pu avoir en Afrique du Sud, il y a encore beaucoup de réticences en Afrique du Sud parce que je suis parti en un an là-bas, mais c'est vrai que même si l'homosexualité là-bas a été dépénalisée, il n'en reste pas moins que dans les habitudes, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, l'homosexualité reste quelque chose d'assez étranger. Alors je parle de l'Afrique du Sud parce que c'est le pays d'Afrique que je connais le mieux, hein. En fait, c'est vrai que la Côte d'Ivoire, même si j'en viens, c'est pas une culture que je connais encore très très bien. Je n'ai que des aspects, mais ce que je peux dire en tout cas de ce que j'ai perçu, c'est en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire ou même en lien en fait avec des personnes, d'autres personnes de la diaspora, c'est que cette question d'homosexualité varie en fait d'une culture à l'autre mais qu'en général, dans l'ensemble, elle est encore assez mal tolérée.